Deuxième vice-président des Républicains, Emmanuel Macron, dans une vidéo postée sur Twitter, dit que les aides sociales coûtent un pognon dingue. Ce matin, c'est le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui a réagi. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez juste après. Si on réduit les dépenses sur le social, c'est pas pour faire des économies, c'est pour que l'argent soit mieux employé pour l'activité des gens. Je vous dis que nous regarderons chacune de ces aides et qu'une aide qui produit de l'emploi et de l'activité, elle sera maintenue. Une aide dont on s'aperçoit que c'est de l'argent public dépensé à fond perdu, mais qui ne permet pas de créer de l'activité ou de l'emploi pour les entrepreneurs et pour les Français, forcément elle sera regardée avec moins de faveur. Guillaume Pelletier, y a-t-il effectivement un problème d'efficacité de ces aides sociales? Oui, enfin ça, tout le monde le reconnaît depuis longtemps. Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron oublie une chose, c'est qu'il est le président de la République. Et donc il faut qu'il agisse. C'est quand même un homme qui aime bavarder, provoquer, parfois de manière grossière et vulgaire, en utilisant des mots pour faire semblant qu'il s'attaque au problème. Ce qui coûte un pognon dingue, c'est tous les cadeaux qu'il fait aux puissants et aux importants. Ce qui coûte un pognon dingue, c'est toutes les classes moyennes qui ont subi tout au long de l'année qui vient de s'écouler 9 milliards d'euros de nouveaux impôts et de nouvelles taxes. Ce qui coûte un pognon dingue, c'est la hausse de la CSG pour des millions de retraités. Donc j'appelle M. Macron à un peu de décence. Vous parlez de cadeaux aux puissants. Oui. Cadeaux aux puissants, vous faites référence à la suppression de l'ISF. C'était bien dans le programme de la droite. Non, mais soyons précis. Il n'a pas supprimé l'ISF. Il a supprimé l'ISF pour les spéculateurs et les détenteurs de capitaux. Demandez aux propriétaires immobiliers si l'ISF a été supprimé. C'est pas vrai. Demandez s'il n'a pas supprimé l'exit tax. Vous savez, tous ces gens qui font des plus-values et qui allaient vendre à l'étranger. Il a supprimé. Demandez s'il n'a pas supprimé la taxe sur les hauts salaires dans les banques et les assurances. Tous ces amis banquiers qui l'ont aidé pendant la campagne présidentielle. C'est ça la réalité du macronisme. Le macronisme, c'est beaucoup de largesse pour les puissants, pour les rentiers, pour les traders, pour les financiers, et beaucoup de dureté pour les classes moyennes, les Français qui travaillent, la France populaire. C'est la droite qui demande plus de social ce matin? Non, c'est la droite qui demande enfin de la justice. L'idéal de justice sociale, c'est un idéal profondément républicain qui est piétiné par Emmanuel Macron. La droite de demain, c'est une droite qui doit être forte sur les questions régaliennes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et juste sur les questions économiques et sociales. Moi, la question, c'est pas d'opposer les riches et les pauvres. La question, c'est que tous les méritants, qu'ils soient en haut ou en bas, soient récompensés de leurs efforts. Or, M. Macron fait une politique au service des héritiers, des rentiers, des spéculateurs et des financiers, et cette politique, nous la dénonçons. Je voudrais vous entendre sur l'Aquarius. Le député Les Républicains, Philippe Gosselin, a qualifié la position de votre parti d'atteinte à l'humanité en danger, après la position prise par Éric Ciotti de renvoyer l'Aquarius d'où il vient. Quelle est votre position et quelle est la position du parti? Notre position est très claire. Tout d'abord, personne ne peut être indifférent évidemment à la situation des 629 migrants qui se trouvent sur ce bateau. Mais cette situation inacceptable, c'est la conséquence du laxisme, de l'aveuglement, du cynisme et de l'irresponsabilité de nos gouvernements, et en particulier du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est tellement facile, sur les plateaux de télévision ou sous les ors de l'Élysée, que de donner des leçons de morale au monde entier. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Méditerranée qui devient un cimetière? C'est pas un phénomène qui date d'un an. Mais c'est tellement facile. Il n'était pas aux responsabilités avec François Hollande, M. Macron, pendant les 5 dernières années. Ministère des Finances. Il n'était pas le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Vous savez ce que c'est comme fonction, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4 de l'État. Donc les leçons de morale de M. Macron, ça suffit. Moi, je demande au président de la République désormais d'intervenir. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne? Est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne? C'est exactement la politique, l'attitude systématique de ce gouvernement et du président de la République. Que M. Macron prenne ses responsabilités, qu'il profite du sommet européen de la fin du mois de juin pour mettre des propositions sur la table. Tous les peuples européens l'attendent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a d'un côté les victimes, les peuples européens, et les peuples africains. Et je suis de l'autre côté des peuples africains et des peuples européens. Et il y a de l'autre côté les coupables. Les coupables, ce sont les gouvernements et les passeurs. Eh bien moi, je demande à Emmanuel Macron 3 choses. 1.
une vraie politique européenne pour éradiquer les filières de passeurs et ces mafias qui font de l'argent sur le dos de la misère humaine. Deuxièmement, enfin une politique européenne claire, annoncée au monde entier, comme l'ont fait par exemple les Australiens. Il n'y aura plus aucune régularisation et accueil de clandestins sur le territoire européen. Nous avons 300 000 clandestins en France. Les Italiens en ont accueilli 600 000 depuis 2014. On veut continuer comme ça? Deuxièmement. Et troisièmement, enfin, une politique qui s'attaque à la cause du problème. La cause de tous ces problèmes, c'est la misère et la détresse des pays du Sud. Je demande un grand plan Marshall au niveau européen pour éradiquer la misère dans les pays du Sud, avec des contreparties très strictes de retour au pays d'origine des clandestins et des migrants. Est-ce que vous demandez qu'on révise les accords de Dublin? Oui, non mais ça fait partie de... Mais juste, je viens de vous expliquer. Les 3 propositions que je mets sur la table... Aujourd'hui, ils sont morts, ils sont enterrés, ces accords? Mais bien sûr. Et j'entendais M. Macron nous parler, avec M. Philippe, des accords de Dublin. Qu'il fallait revoir la répartition d'accueil des migrants dans les différents pays européens. Mais cette politique a échoué. La politique que nous proposons avec Laurent Wauquiez, avec les Républicains, c'est une politique de responsabilité, pour s'attaquer à la cause du problème, et non pas simplement aux conséquences. C'est tellement simple, Brigitte Boucher, tellement simple, de faire de l'émotion. C'est tellement plus compliqué, mais beaucoup plus noble, que de s'attaquer aux causes d'un problème et d'agir. Nous avons les moyens d'agir, nous avons les moyens d'action, les propositions sont sur la table. Je demande au président de la République de s'en emparer. Il y a une situation de fait, il y a une situation d'urgence, il y a un navire qui est au large des côtes. Est-ce que vous, aux responsabilités, vous auriez accueilli dans un port français l'Aquarius? C'est très simple. Vous savez, vous connaissez la géographie de la Méditerranée. Très bien. Où est-ce que ce bateau a été identifié? Entre Malte et les côtes libyennes et éthiopiennes. Quel est l'esprit de responsabilité si j'étais président de la République? Ce serait très simple. Ce serait d'accompagner avec les gardes-frontières ce bateau sur les côtes africaines, de créer, comme nous le proposons depuis longtemps, des centres d'accueil sur toute l'Afrique du Nord pour permettre à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants d'être pris en charge par des associations d'ailleurs humanitaires. Et elles peuvent être européennes, mais il est hors de question de continuer à accueillir des bateaux de migrants. Sauf qu'aujourd'hui, le droit européen aurait voulu qu'il arrive en Italie. International. C'est une victoire. Oui, mais la situation a changé. Il faut que le droit international vous l'auriez renvoyé sur les côtes libyennes. Aux événements. C'est une victoire si nous l'accueillons, ce bateau, pour tous les passeurs et toutes les mafias. Ne leur donnons pas cette victoire. Et je pense aux femmes et aux enfants. Je souhaite évidemment qu'ils soient en sécurité et ils le seront dans des centres d'accueil créés par l'Union européenne sur les côtes africaines. On va écouter Jean-Yves Le Drian, c'est le ministre des Affaires étrangères. La réponse européenne aujourd'hui n'est pas suffisante. Il faut agir de différentes manières. D'abord en assurant la sécurité de nos frontières. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président de la République a proposé qu'il y ait une police européenne des frontières. Ensuite en accueillant dignement tous ceux qui sont susceptibles de bénéficier du droit d'asile en Europe. Et ensuite de recueillir ceux qui sont en situation illégale et de les renvoyer dans leur pays aussi avec humanité. Une police européenne des frontières, ça peut changer quelque chose ? On a l'impression qu'on est en campagne électorale et que M. Le Drian, M. Macron débattent d'un certain nombre de propositions. Je rappelle à nos compatriotes que le président de la République s'appelle Emmanuel Macron, que le Premier ministre s'appelle Édouard Philippe, qu'ils ont à ce titre tous les pouvoirs pour agir et intervenir, que les propositions crédibles et concrètes, nous les mettons sur la table parce qu'avec les Républicains et Laurent Wauquiez, nous sommes un parti de gouvernement et nous faisons des propositions concrètes et qu'ils arrêtent de bavarder, de commenter et qu'ils agissent. On va parler des européennes à présent. Quelle ligne vous défendez pour ces élections ? C'est une ligne très simple à comprendre qui est la ligne de la troisième voie. Il y a eu deux façons de concevoir l'Europe ces 30 dernières années. D'un côté, ce qu'on appelle les Eurobéas, c'est-à-dire qui considèrent que tout va bien en Europe, qu'il faut continuer comme ça, plus d'élargissement, plus d'immigration, plus de technocratie. C'est aujourd'hui la politique proposée par Emmanuel Macron. Il y a de l'autre les extrêmes qui considèrent que comme l'Europe est en crise, il faut quitter l'Europe et abandonner l'euro. Ils ont tort. Ce que nous proposons, nous, avec Laurent Wauquiez, avec Damien Abad, avec Virginie Calmels, c'est une troisième voie, c'est-à-dire une Europe, parce que nous sommes profondément européens, qui accepte de se transformer en profondeur. Parce que nous aimons l'Europe, nous devons la changer en profondeur. Une Europe de la démocratie et non pas de la technocratie, une Europe qui protège
et non pas une Europe ultralibérale, ouverte à tous les vents, qui cède sur les questions commerciales et qui asphyxie nos agriculteurs comme nos ouvriers, et une Europe de l'innovation, de l'intelligence, qui s'empare des grands défis du XXIe siècle pour réconcilier les peuples européens avec l'avenir. Est-ce que c'est Laurent Wauquiez qui doit mener cette tête de liste? C'est ce que lui suggère Nicolas Sarkozy? Moi, je pense, et Nicolas Sarkozy est bien avisé et tellement expérimenté, il le sait, que la question de la tête de liste ne doit pas se poser avant l'automne. Que la question que nous devons nous poser à partir des pistes que je viens de lancer et sur lesquelles nous échangeons avec Laurent Wauquiez, que nous le mettions sur la table. On aura un conseil national, vous le savez, dans les Alpes-Maritimes le 30 juin prochain pour débattre avec nos cadres et nos militants de ces questions-là. Adoptons définitivement la ligne de notre parti. Moi, je souhaite une Europe qui protège, une Europe qui défend les intérêts vitaux de nos peuples, qui nous protège sur les questions migratoires, qui nous protège sur les questions commerciales. Et une fois cette ligne tranchée, et nous avons très sérieusement avancé, nous pourrons évoquer la question des hommes et des femmes qui doivent mener cette liste. Au parti Les Républicains, est-ce qu'il y a un problème, Calmels? Non. Il y a... Vous savez, moi je suis le numéro 3 du parti. Je défends, et tout le monde le sait, une ligne d'une droite populaire, juste, qui sache à nouveau rassembler une majorité de nos compatriotes. Nous avons des débats, et c'est sain. C'est pas tout à fait la ligne de Virginie Calmels? Bien sûr, mais c'est sain. Dans une grande formation politique, que la numéro 2 et le numéro 3 puissent apporter leur sensibilité, leur parcours et leur expérience. Pourtant, on lui a reproché hier au bureau politique, parce qu'elle avait critiqué le tract. Ce qui a été reproché, c'est de mettre sur la table publiquement nos différends. Nous, ce que nous proposons avec Laurent Wauquiez, c'est très simple, et je sais que Virginie est d'accord désormais, c'est que nous échangions entre nous quand on a des différends, et après nous nous mettons d'accord. Mais je ne vais pas ajouter de la division à la division. Ce qui est très important, c'est de rappeler en permanence que Laurent Wauquiez est le leader de la droite, qu'il a la légitimité, mieux, il faut le rappeler. Qu'il a défini une ligne. C'est ça que je veux rappeler. Il a été élu sur une ligne très simple, une droite forte sur les questions régaliennes d'autorité de l'État, de lutte contre le terrorisme, de maîtrise de l'immigration, et de l'autre, une droite juste sur les questions économiques et sociales. Et c'est au sein de cette ligne, de ces thématiques, que nous pouvons, avec Virginie, avec Damien, échanger à l'infini, et je vous promets que c'est le cas. Une droite identitaire aussi, quand on lit ce tract, pour que la France reste la France? Mais je pense qu'il y a, 150 esprits bien pensants, enfermés dans les salons parisiens, étriqués dans leurs certitudes, qui peuvent penser une seule seconde que lorsqu'un homme politique d'envergure dit il faut que la France reste la France, ce soit quelque chose d'identitaire. La France doit rester la France, c'est une phrase qui fut prononcée par tous les présidents de la République, qui est aujourd'hui très largement oubliée par nos élites et que nous avons pour devoir de rappeler avec Laurent Wauquiez. Oui, la France doit rester la France. Nos traditions, nos racines, nos modes de vie, nous devons être intraitables, par exemple sur une question simple qui vous touche, je le sais, ainsi que tous ceux qui sont profondément républicains. C'est la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez qu'à l'heure où je parle, il existe dans des quartiers de la République des cafés ou des brasseries dans lesquels les femmes ne peuvent pas rentrer. Vous savez que dans nos hôpitaux, certains hommes refusent que des médecins puissent s'occuper de jeunes femmes. Vous trouvez ça acceptable? Non. La France doit rester la France et l'égalité homme-femme comme la laïcité sont des principes non négociables. Pour les municipales, Christophe Castaner a dit que La République En Marche pourrait soutenir des maires de droite. Est-ce que dans ce cas-là, il y aura un autre candidat, les Républicains, face à eux? Et là encore, je vois bien les grandes difficultés du parti majoritaire qui manque tellement de connaissances sur les territoires. Alors, c'est très facile manifestement pour En Marche de s'occuper de quelques arrondissements parisiens où ils sont très à l'aise, mais dès qu'ils franchissent le périphérique, ils sont totalement perdus. Donc nous, on va les rassurer, avec Laurent Wauquiez et avec nos amis, puisque notre ligne est très claire. Dans toutes les villes de France, il y aura des candidats investis par le parti Les Républicains. J'ai été maire d'une commune. Une fois qu'on est investi, on peut évidemment constituer sa liste en fonction de l'intérêt général de sa commune. Croyez-vous que lorsque j'ai constitué la mienne en 2014, j'ai identifié de manière très précise les sensibilités politiques des uns et des autres? Absolument pas. Les têtes de liste seront des têtes de liste loyales aux valeurs et au parti Les Républicains. Ensuite, charge à elles de créer et de constituer des listes pour défendre notre projet, et notre projet est clair. Ça veut dire qu'il pourra y avoir des macronistes sur des listes Les Républicains. Mais nous considérons que les sensibilités
politique au sein d'une liste, ça n'est pas le sujet. La question, c'est que les têtes de liste soient loyales et quel projet elles proposent à nos compatriotes. Notre projet est simple, nous ne voulons pas de hausse de la fiscalité, nous voulons mettre le paquet sur les questions de lutte contre l'insécurité et contre la délinquance, nous voulons une vraie politique de santé, une vraie politique d'accession à la propriété. Voilà des marqueurs très clairs qui font l'originalité et l'authenticité du Parti Les Républicains. Est-ce que vous allez voter cet après-midi le projet de loi SNCF ? Oui, comme je l'ai fait en première lecture, avec beaucoup de scepticisme. Je le fais parce que il est toujours important de réformer notre pays. Ce projet réforme une partie du statut des cheminots, mais je le dis à ceux qui nous écoutent, pour qu'ils cessent de croire les belles paroles d'Emmanuel Macron, ce projet ne règle en rien, je dis bien en rien, la question centrale de la dette de la SNCF. Ce sont une fois de plus les Français qui vont payer. Mais vous le votez quand même. Je vote sur la partie réforme du statut des cheminots. Oui, il faut réformer le statut des cheminots. Mais quand on nous dit qu'avec ce projet, la question de la SNCF est réglée, c'est faux. La dette va être payée par les Français. Et pourquoi ? Parce que M. Macron n'a pas eu le courage de s'attaquer à la question des retraites des cheminots. Les Français payent chaque année 3 milliards 200 millions d'euros à la SNCF pour payer les retraites des cheminots. C'est inacceptable. Merci Guillaume Pelletier d'avoir été avec nous ce matin, député Les Républicains du Loir-et-Cher, deuxième vice-président des Républicains. Très bonne journée à vous, merci. Merci. Le premier